Épisode Tunisie, monter ou décrocher. Chapitre 1 La fenêtre sur le port punique. À Carthage, il suffit parfois d'une fenêtre pour voir plusieurs siècles d'un seul regard. C'est dans ce pays de couches superposées que l'intelligence artificielle fait aujourd'hui son entrée. J'ai vécu 5 ans à Tunis, entre Ariana, Carthage et Sidi Bou Saïd. Et dans cette géographie, il y avait quelque chose de presque irréel. À Carthage, la fenêtre de ma chambre donnait sur le port punique. Pas une image de manuel, pas une gravure. Un lieu réel, quotidien, sous la même lumière que les voitures, les immeubles, les pins et la mer. Le port punique, il faut se le représenter simplement. 2 bassins aménagés pour faire de la mer un instrument de puissance. L'un pour le commerce, l'autre pour la guerre. Carthage n'occupait pas seulement le rivage, elle organisait la circulation. Et autour du port, il n'y avait pas seulement l'histoire. Il y avait les chats, les pêcheurs à la ligne, les gestes lents, la lumière banale d'un après-midi sur un lieu qui avait vu passer des siècles. Peu de pays donnent aussi physiquement l'impression que les siècles ne sont pas partis. La Tunisie est comme ça, un petit pays, mais d'une densité rare. La mer y découpe les villes, la chaleur y impose son rythme, les pierres blanches renvoient une lumière presque dure, les appels à la prière traversent la journée, et partout, les couches de temps se touchent encore. Carthage, Rome, Byzance, Kairouan, la Médina de Tunis, le protectorat, l'État bourguibien, la révolution de 2011, puis cette nouvelle couche qui arrive aujourd'hui, l'intelligence artificielle. On parle souvent de l'IA comme d'une abstraction, des modèles, des serveurs, des plateformes, des promesses, des peurs. Mais en Tunisie, elle arrive dans un pays très concret. Un pays de soleil, de mer, de port, d'administration, de tourisme, de livrets, de dates, de pêche, de jeunes diplômés, de centres d'appel et de départ. Un pays sans grande rente énergétique, obligé de tirer sa force de sa position, de ses langues, de son école et de son travail. La vraie question de cet épisode est donc simple. En 2026, la Tunisie va-t-elle utiliser l'IA pour monter en gamme ou cette technologie va-t-elle surtout révéler les limites d'un modèle qui a longtemps compensé ses fragilités par le service, la discipline et le capital humain ? Chapitre 2 Le pays des strates. Ici, aucune époque ne disparaît tout à fait. La suivante construit dessus, la recouvre, la déplace, sans jamais l'effacer entièrement. Pour comprendre la Tunisie, il faut d'abord comprendre qu'elle ne se raconte pas comme une ligne, mais comme une superposition. C'est un pays de strates. On n'y passe pas vraiment d'un monde à un autre, on marche sur des mondes empilés. Il y a la profondeur ancienne, celle des premiers peuplements du Maghreb, puis Carthage, la ville tournée vers la mer, le commerce, les comptoirs, la puissance navale, puis Rome, qui détruit Carthage, la refonde, et fait de cette terre une province prospère, urbaine, reliée, monumentale. El Djem, Dougaz, Beitla, Boula Regia. En Tunisie, l'Antiquité n'est pas un souvenir lointain, c'est encore un paysage. À El Djem, la masse de pierre suffit à rappeler qu'ici l'Afrique romaine n'était pas une périphérie oubliée, mais un espace assez riche et assez intégré pour produire du monumental. Zbeitla, elle, raconte autre chose. La continuité tardive, la transition byzantine, les fortifications, les bascules lentes entre les mondes. Puis vient la conquête arabe, Kairouan, les villes savantes, la profondeur islamique du pays. La grande mosquée de Kairouan et la Zitouna dans la Médina de Tunis ne sont pas seulement des monuments. Elles disent que la Tunisie est aussi une civilisation du texte, de l'étude, du droit, de la transmission. L'idée que chaque époque a donné ses pierres à la suivante y prend presque un sens littéral. Ensuite viennent les couches ottomanes, coloniales, nationales. Le protectorat renforce le rapport à l'Europe, à la langue française, à l'administration. Puis l'indépendance de 1956, Bourguiba, l'État central, l'école, la santé, la promotion sociale. Il faut dire ici un mot de la décolonisation. Pour la Tunisie, l'indépendance n'est pas seulement une date. C'est la construction d'un État moderne qui veut reprendre la main sur son destin, son administration, son école, sa place dans le monde. Puis Ben Ali, la stabilité autoritaire. Puis 2011, la révolution, l'espoir, la fragmentation. Puis 2021, la recentralisation du pouvoir. Tout cela coexiste encore. Depuis une colline de Carthage, depuis la Médina, depuis les routes vers le Sahel ou vers le sud, on comprend vite que rien n'a entièrement disparu. Les siècles ne se remplacent pas, ils se recouvrent. Chapitre 3 La chaleur et le travail. Avant l'analyse, il faut retrouver la matière du pays. La lumière, le son, la mer, les ports, les récoltes, tout ce qui rappelle qu'ici, rien n'est abstrait. La Tunisie ne se comprend pas seulement par ses dates, ses régimes ou ses statistiques. Elle se comprend aussi par son climat, ses rythmes, sa lumière.
Il faut parler de la chaleur, il faut parler du soleil, il faut parler de cette manière qu'a la lumière tunisienne d'aplatir certaines distances et de rendre les contours presque tranchants. À midi, dans beaucoup d'endroits, tout devient plus concret. Les façades blanches, les pierres antiques, la mer, le bitume, l'ombre cherchée. L'été, la chaleur n'est pas un décor, c'est une condition de vie, de travail, de circulation, d'énergie et parfois d'épuisement. On parle souvent de l'IA comme d'un nuage immatériel. En Tunisie, elle arrive sous un soleil très concret, dans un pays où l'eau, l'électricité, les bâtiments, les distances et les saisons pèsent sur toute organisation. Il faut aussi parler du son. Dans un pays majoritairement musulman sunnite, le temps quotidien reste rythmé par les 5 prières. Les appels à la prière traversent les villes, différemment selon les quartiers, les heures, la densité des mosquées. À Tunis, ils se mêlent à la circulation, aux cafés, aux voix, aux moteurs, aux conversations en arabe et en français. Rien n'est silencieux, mais rien n'est tout à fait chaotique non plus. Et puis, il faut sortir de Tunis, aller vers Sfax. Sfax est l'une des vérités les plus nettes du pays. Moins théâtrale, moins légendaire, moins photographiée peut-être, mais plus proche de cette Tunisie du travail, du négoce, des ports, des filières, des exportations, des comptabilités serrées. Si Carthage raconte la mémoire, Sfax raconte l'effort. Cette Tunisie-là n'est pas celle de l'abondance, c'est celle qui fait beaucoup avec peu. Une agriculture sous contrainte, une énergie limitée, une eau rare, un tourisme exposé, et pourtant des filières qui tiennent, l'huile d'olive, les dattes, la pêche, certains savoir-faire manufacturiers, la logistique portuaire, le commerce. Et en 2025, selon le bulletin de conjoncture de la Banque mondiale publié à l'automne 2025, c'est justement l'agriculture qui a tiré une partie de la reprise, avec une valeur ajoutée en hausse de 9,5%, portée notamment par l'huile d'olive et les céréales. Cela dit quelque chose de profond sur la Tunisie. Quand le pays repart, il repart souvent par des activités très concrètes, très exposées au climat, très dépendantes de la qualité des saisons. L'huile d'olive dit les oliveraies, les récoltes, les années bonnes ou mauvaises, le travail saisonnier, les tensions climatiques, les exportations. Et cette histoire est très ancienne. Dans l'Afrique romaine, l'huile produite ici ne servait pas seulement à manger. Elle circulait aussi pour l'éclairage des lampes, pour les usages quotidiens, pour cette prospérité agricole qui faisait de la province africaine l'un des grands soutiens matériels de Rome. Les dates racontent une autre Tunisie, plus au sud, celle des oasis, du palmier, de l'eau précieuse, de la qualité exportable. Quant à la pêche, elle rappelle que la mer tunisienne n'est pas seulement un horizon ou une carte postale. C'est aussi un espace de travail, de ports secondaires, d'îles comme Kerkena, de revenus fragiles, d'incertitudes écologiques. Chapitre 4. Le pays qui vit du dehors. Le littoral, les services, l'administration. La Tunisie a appris à tenir par quelques grands équilibres. Mais ce qui fait tenir peut aussi rendre dépendant. La Tunisie contemporaine a longtemps tenu par quelques équilibres imparfaits. Le tourisme d'abord, cette grande économie du littoral, du soleil, des plages, des hôtels, des saisons, du regard extérieur. Il a apporté des devises, des emplois, de la visibilité. Mais il a aussi habitué le pays à une certaine dépendance. Dépendance aux clientèles étrangères, aux prix compétitifs, aux perceptions extérieures, aux chocs géopolitiques ou sécuritaires. Selon la Banque mondiale, les recettes touristiques représentaient encore environ 3,6% du PIB en 2025. Les transferts des Tunisiens résidant à l'étranger, eux, représentaient environ 3,7% du PIB. Cela veut dire qu'une partie décisive de l'équilibre tunisien continue de venir du dehors. Les services offshore et nearshore ont prolongé ce modèle sous une autre forme. Moins de transat, plus de casques téléphoniques. Moins de buffets, plus d'écrans. Mais au fond, une logique voisine. Vendre à l'extérieur une combinaison de proximité, de coûts, de langue et de discipline. Nous n'avons pas ici de chiffres publics assez propres pour isoler tout le BPO, les centres d'appel et les services de support. En revanche, le rapport de la Banque mondiale apporte un point massif. Sur les 9 premiers mois de 2025, le secteur manufacturier offshore a dégagé un excédent commercial équivalent à 7,4% du PIB. Ce n'est pas un détail, c'est une pièce majeure de l'équilibre extérieur tunisien. Plus encore, les industries mécaniques et électriques offshore sont devenues un pilier du pays. La Banque mondiale rappelle qu'elles représentent la moitié des exportations de marchandises et plus de 13% de l'emploi privé en 2022. Cela oblige à nuancer le portrait. La Tunisie n'est pas seulement une économie de tourisme, d'administration
d'administration et de support client. Elle possède aussi une base industrielle exportatrice plus sérieuse qu'on ne le dit parfois. À cela s'ajoute le rôle central de l'État. La Tunisie moderne a été façonnée par un État fort, éducateur, employeur, régulateur. Même lorsqu'il déçoit, il reste central dans l'imaginaire social et dans la vie économique. D'un côté, un appareil public qui concentre beaucoup d'attentes, d'emplois, de procédures et de décisions. De l'autre, des secteurs où le pouvoir économique et les gains restent souvent concentrés dans un nombre limité d'acteurs. Il faut être prudent ici. Sans chiffres robustes, il ne faut pas caricaturer la Tunisie comme une économie entièrement verrouillée par quelques oligopoles et un secteur public hypertrophié. Mais on peut avancer une intuition forte. Le pays souffre aussi d'un problème de diffusion de la valeur. Et cette intuition compte beaucoup pour l'IA, car une technologie de productivité ne transforme pas automatiquement un pays au bénéfice de tous. Elle peut moderniser, elle peut aussi concentrer. Chapitre 5. Le point de rupture. L'IA ne frappe pas la Tunisie au hasard. Elle vise d'abord les fonctions de langage, de support et d'interface sur lesquelles le pays a bâti une part de sa place. L'IA ne menace pas partout les mêmes choses. Dans le cas tunisien, elle frappe à un endroit très précis, les métiers d'interface. La Tunisie a construit une partie de sa place dans l'économie mondiale sur sa capacité à être une interface entre Europe et Afrique, entre Français et Arabes, entre coûts plus faibles et standards de services acceptables, entre client final et traitement opérationnel. Cette position s'est incarnée dans le tourisme, mais aussi dans les services offshore, les centres d'appel, le back-office, le support, l'intégration, certaines tâches IT d'exécution. Or, l'IA générative transforme exactement ces fonctions-là. Elle écrit, résume, classe, traduit, reformule, répond, documente, automatise des échanges de premier niveau, aide au support technique, réduit une partie du volume de travail répétitif. Elle ne remplace pas tout, mais elle compresse la valeur des tâches intermédiaires les plus standardisées. Et c'est là que la Tunisie est exposée. Dans beaucoup de pays, l'IA menace certains métiers. En Tunisie, elle menace une partie d'un modèle d'insertion internationale. Quand votre avantage comparatif repose sur la langue, la proximité, le coût et l'exécution, une machine qui comprend de mieux en mieux le langage devient un concurrent direct. Le risque est double. D'abord sur l'emploi. Pas nécessairement une destruction brutale, mais une pression continue. Moins de besoins en support de niveau 1, moins de tickets simples, moins d'interactions humaines sur les tâches répétitives, plus de productivité exigée par personne. Ensuite sur la trajectoire sociale. Ces métiers ont servi de sas d'entrée dans la vie active et de revenus pour des classes urbaines qui vivent déjà dans une économie tendue. Et il faut ajouter ici un autre fait dur. Selon la Banque mondiale, le chômage reste à 15,4% au troisième trimestre 2025. Il atteint 22,4% pour les femmes et 40,1% pour les jeunes. Autrement dit, le marché du travail tunisien n'attendait pas un choc supplémentaire. Et c'est là qu'intervient aussi la question des talents. La Tunisie a investi dans l'éducation, a produit des profils solides, a développé une vraie culture de l'excellence scolaire et technique, mais une partie de cette réussite s'écoule vers l'étranger. La Tunisie ne manque pas de talent. Elle manque trop souvent d'un appareil productif capable de transformer le talent en prospérité locale. Si l'IA compresse les métiers intermédiaires sans ouvrir des tâches supérieures locales, elle peut accélérer encore ce départ. Chapitre 6. Monter ou décrocher. La même technologie peut comprimer une économie ou lui offrir un étage de plus. Tout dépendra de ce que la Tunisie saura en faire chez elle. S'arrêter au risque serait pourtant insuffisant. Car la même technologie qui menace certaines médiations peut aussi aider la Tunisie à monter en gamme, à mieux se servir elle-même et à mieux valoriser ce qu'elle possède déjà. D'abord dans l'administration. Dans un pays marqué par la fatigue bureaucratique, l'IA peut avoir un effet très concret. Raccourcir des délais, orienter des usagers, faire gagner du temps aux agents, réduire les doublons, améliorer la lisibilité de certaines procédures. Mais cela se jouera dans un cadre budgétaire et institutionnel très contraint. La Banque mondiale rappelle que la masse salariale publique reste extrêmement élevée, à 13,3% du PIB en 2024, que les subventions frôlent encore 7,1% du PIB et que l'investissement public n'était plus que de 3,6% du PIB. Autrement dit, la Tunisie demande à l'État d'être partout, alors même qu'il investit trop peu pour préparer la suite. Même chose sur le financement. La dette publique se stabilise autour de 84,5% du PIB, mais l'État absorbe une part croissante du crédit bancaire, un tiers en 2025 contre 15% en 2019. Cela veut dire que la modernisation tunisienne, y compris numérique, devra avancer dans une économie où le financement du privé se resserre. Ensuite, dans la santé. Aide au diagnostic, appui à l'imagerie, meilleure allocation des ressources, triage, anticipation. Dans un système sous tension, toute amélioration utile peut avoir une portée considérable. Même chose pour l'agriculture et pour l'eau. Dans un pays chaud, contraint, soumis au stress hydrique, l'IA peut servir à prévoir, optimiser, détecter, mieux irriguer, mieux suivre les cultures, mieux organiser la logistique et la qualité des filières. Le patrimoine et le tourisme offrent un autre terrain. La Tunisie a trop souvent été vendue au monde par une image partielle d'elle-même,
du soleil, du littoral, des prix. Or, elle possède bien davantage. Une densité historique rare, des sites majeurs, des couches de civilisation que peu de pays concentrent sur un espace aussi réduit. L'IA peut aider à mieux raconter cela, à mieux guider, mieux traduire, mieux répartir les flux, mieux enrichir l'expérience. Et puis il y a l'économie du savoir. L'IA peut permettre à la Tunisie de passer d'une partie du low-cost offshore à des fonctions plus denses. Intégration, supervision, adaptation métier, verticalisation sectorielle, ingénierie appliquée, cybersécurité, outils pour la santé, l'agri, l'administration, le patrimoine. La question n'est pas d'abandonner les services, la question est de les déplacer vers un étage plus haut. Il y a d'ailleurs ici un paradoxe important. Dans les services francophones, l'IA ne fait pas que remplacer, elle augmente aussi. Un collaborateur offshore équipé d'outils de reformulation, de correction, de résumé ou d'aide à la rédaction peut se rapprocher du niveau de clarté et de qualité linguistique attendu par un client basé en France. L'écart ne disparaît pas totalement, mais il se réduit. Cela peut détruire des tâches simples et en même temps rendre plus compétitifs les profils capables de s'appuyer intelligemment sur ces outils. La diaspora peut aussi devenir une architecture de rebond. Des clients, des mentors, des cofondateurs, des investisseurs, des standards de qualité, des réseaux de confiance peuvent revenir par elle. Au fond, toute la question tunisienne face à l'IA tient là. Le pays ajoutera-t-il une couche à sa propre histoire ou habitera-t-il un futur conçu ailleurs ? Tout dépendra alors de quelques choix simples à formuler, mais difficiles à exécuter. Former, retenir, diffuser, réguler, équiper, réformer. Depuis la fenêtre sur le port punique, la question paraît presque ancienne. Pendant des siècles, la Tunisie a vécu au contact des grands flux du monde sans toujours les commander. C'est peut-être cela qui revient aujourd'hui, sous une autre forme. Non plus les routes maritimes des empires, mais les routes invisibles des données, des modèles, des clients, du travail cognitif. Chaque époque a donné ses pierres à la suivante. Reste à savoir si l'IA sera, pour la Tunisie, une pierre de plus ou une architecture conçue ailleurs, dans laquelle le pays n'occuperait encore qu'une place subalterne. Vous écoutiez Tunisie, monter ou décrocher. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.